Initiative et Formation, animé par Régine et toute son équipe, m'a sollicité en me donnant un sujet imposé, celui de la créativité. Alors c'est un sujet qui n'est pas facile, c'est un sujet qui touche à beaucoup de domaines et sur lequel je vais tenter de vous apporter alors quelques pistes et puis nous en discuterons, nous en parlerons ensemble après et nous essaierons de voir peut-être ensemble, que vous soyez parents, enseignants, animateurs, vous ayez d'autres fonctions dans l'éducation, comment cette question de la créativité nous impacte et dans quelle mesure elle nous paraît importante pour nos pratiques. Alors en introduction, rapidement, et avant de rentrer complètement dans cette question de la créativité, peut-être faut-il souligner que l'éducation, c'est toujours et simultanément deux choses, la transmission et l'émancipation. Il n'y a pas d'éducation sans transmission, parce que l'être humain vient au monde infiniment inachevé. Un petit être humain, quand il arrive sur Terre, eh bien, il ne sait pas lire, écrire, compter, mais il ne sait pas non plus faire sa toilette, contrairement au petit chat. Il ne connaît pas, contrairement à la plupart des animaux, les codes qui lui permettent de survivre. Et si on l'abandonne, eh bien, il va mourir. Si on se contente de l'accompagner, comme les animaux l'ont fait avec des enfants sauvages dans la jungle, eh bien, il n'accédera jamais au langage. La caractéristique de l'être humain, c'est qu'il est prématuré. Prématuré. Il est prématuré. Et donc, il faut lui enseigner et lui transmettre une culture. C'est ce qui fait que les humains ont une histoire. Les abeilles, par exemple, et je prends cet exemple tout à fait au hasard, n'ont pas d'histoire. C'est-à-dire que l'organisation de la ruche d'abeilles aujourd'hui n'est pas fondamentalement différente de l'organisation de la ruche d'abeilles, sauvage bien sûr, au moment où sont apparues les abeilles. Et nul n'a jamais vu une abeille démocrate, n'est-ce pas? Les abeilles sont génétiquement royalistes et non pas républicaines. Elles sont génétiquement royalistes et elles sont programmées pour faire et continuer à faire tout ce qui est dans leur patrimoine génétique. Nous avons aussi un patrimoine génétique, nous autres humains, qui est très riche, mais qui est très riche de potentialités non stabilisées. Et comme ces potentialités ne sont pas stabilisées, eh bien, nous avons besoin d'être accompagnés, d'être éduqués. Nous avons besoin que l'on nous transmette un certain nombre d'outils qui nous permettent d'être présents dans le monde. Ces outils, c'est le langage. Ces outils, c'est un certain nombre d'us et de coutumes. Ces outils, c'est des comportements sociaux. Ces outils, c'est une culture dans son ensemble. Ces outils, c'est tout ce qui va nous permettre de créer du lien avec nos semblables. Donc il n'y a pas d'éducation qui ne soit une transmission. Mais en même temps, l'éducation ne peut pas être qu'une transmission. Parce que nous sommes des êtres humains qui avons à inventer notre avenir, à créer notre futur, et non pas à reproduire éternellement les mêmes schémas, eh bien, nous avons besoin de nous émanciper. Alors ce verbe émanciper est un verbe que l'on utilise beaucoup et qu'on définit rarement. L'émancipation dans nos sociétés, c'est pas, si on regarde historiquement, ça n'est pas la possibilité donnée à quelques dominés de devenir à leur tour des dominants. Ça, c'est une conception de l'émancipation qu'on peut défendre, mais qui globalement correspond à l'idée qu'il faudrait qu'il y ait un Einstein dans le 9-3, dans le 93, et ça sauverait le 93. Probablement que non. S'il y avait un Einstein dans le 93, il fuirait tout de suite dans le 5e arrondissement au lycée Henri IV, et le 93 serait sûrement condamné à rester ce qu'il est. Donc il y a une conception de l'émancipation qui est une conception qu'on va appeler élitiste de l'émancipation, et puis il y a une conception de l'émancipation qui consiste à s'attaquer au rapport de domination et à faire en sorte que l'éducation permette aux êtres de s'émanciper, c'est-à-dire de se faire œuvre d'eux-mêmes. C'est le pédagogue helvétique Pestalozzi qui définissait la pédagogie en disant « c'est le fait de permettre à chacun de se faire œuvre de lui-même ». Permettre à chacun de se faire œuvre de lui-même, c'est-à-dire de ne pas être assigné
à reproduire ce qui l'a fait. Nous sommes des êtres qui avons été faits. Nous avons été faits par notre histoire génétique, nous avons été faits par notre environnement, notre famille, nous avons été faits par la culture et le cadre dans lequel nous avons grandi, mais nous ne sommes pas condamnés à rester ce qui nous a fait. Nous avons cette possibilité extraordinaire qui nous est donnée parce que nous sommes des humains, d'être autre chose que ce qui nous a fait. Et la question que pose l'éducateur à tous ceux qui l'éduquent, ce n'est pas reproduis ce que je te dis de faire, mais c'est qu'est-ce que tu vas faire toi, avec ta liberté, de ce qui t'a fait. Il y a des choses qui t'ont fait, ce qu'on appelle la contingence. Tu n'y es pour rien, tu n'en es pas responsable, mais tu as cette possibilité de dépasser ce qui t'a fait. Et c'est ça que nous appelons l'émancipation. L'émancipation, c'est la possibilité de sortir de tout ce qui nous assigne à résidence, de tout ce qui nous impose et nous corsette, de tout ce qui nous impose un statut et nous empêche d'accéder à cette liberté à laquelle nous aspirons. Alors si je me permets de vous dire ça, c'est parce que la question de la créativité s'inscrit complètement à l'intérieur de cette problématique. Créer, c'est utiliser ce que nous avons reçu pour faire quelque chose que nous n'avons pas reçu, pour faire quelque chose qui vient de nous et qui nous est personnel. Et voilà, c'est produire par une espèce de métabolisme intérieur de la nouveauté avec de la culture transmise qui est ancienne, qui s'est sédimentée tout au long des siècles, qui nous a nourris et dont nous faisons, nous, quelque chose de nouveau. C'est ça la créativité, et ça me paraissait important de vous le dire avant de commencer à entrer plus précisément dans la définition et dans la manière dont on peut définir cette créativité. L'éducateur est donc en même temps un conservateur. Nous sommes tous des conservateurs parce que nous transmettons une culture qui est déjà là, Le basque est déjà là, l'histoire, la géographie sont déjà là, les mathématiques sont déjà là. Nous sommes donc des conservateurs dans l'âme, mais en même temps, nous sommes des révolutionnaires dans la mesure où nous donnons à celui et à celle que nous éduquons le pouvoir de créer un autre monde que celui qui est déjà là. C'est une célèbre philosophe, Hannah Arendt, qui disait que la caractéristique même de l'éducation, c'est de transmettre le donné pour permettre son renouvellement. Accueillir les enfants dans le monde et leur donner ce que nous avons de meilleur pour qu'ils puissent créer leur propre monde et pour qu'ils puissent, si possible, faire un monde encore meilleur que le nôtre. Donc la capacité de créer, elle est au cœur de la question éducative. Elle est très articulée à la capacité d'absorber, de s'imprégner de ce qui a existé avant nous pour en faire quelque chose d'original et que nous allons laisser après. Quelques mots d'introduction donc, avant d'en arriver à la première idée, très simple, qui est le point de départ du pédagogue. La créativité, ça n'est pas un don. Voilà quelque chose qu'Antoine de La Garandrie n'a cessé de dire tout au long de ses travaux et tout au long de sa carrière. Il n'a cessé de répéter, il me le disait souvent, que la psychologie des dons est précisément l'élément le plus réactionnaire en pédagogie, c'est ce qui empêche et ce qui bloque la réflexion pédagogique. Il disait que la psychologie des dons n'est pas heuristique, qu'elle bloque même toute heuristique, c'est-à-dire toute recherche. Alors oui, longtemps on a pu penser qu'il y avait des enfants qui étaient créateurs, qui avaient de la créativité, et que d'autres à côté d'eux ne l'étaient pas, qu'ils étaient soit obéissants, soit banalement reproducteurs de ce qui existait déjà. Au fond, les pédagogues, toute l'histoire de la pédagogie a consisté à lutter contre ce préjugé et à dire il y a peut-être des prédispositions, mais les prédispositions
ne sont pas des prédestinations. C'est très important comme distinction. Les prédispositions ne sont pas des prédestinations. Moi, je suis prédisposé à l'infarctus, mon père en est mort à peu près à mon âge, mais je ne suis pas prédestiné à faire un infarctus. La prédisposition, je peux l'assumer, lutter contre, en faire au contraire, si c'est positif, un point d'appui pour me développer, mais ça n'est qu'une éducation familiale sur ces prédispositions personnelles, mais on va aussi intervenir là-dessus pour lui permettre d'accéder à cette créativité. Autrement dit, la question que se pose le pédagogue, c'est si la créativité n'est pas un don, comment la former? C'est une question compliquée parce que la créativité, par définition, elle crée quelque chose qui n'existe pas. Donc transmettre, c'est transmettre quelque chose qui existe, donc on peut identifier la mécanique qui permet d'y arriver, mais comment peut-on former à créer quelque chose qui n'existe pas? Quelle est cette capacité étrange qu'acquiert quelqu'un et qui lui permet d'accéder à la nouveauté, de fabriquer de la nouveauté? C'était le premier point que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui. La créativité n'est pas un don. Deuxième point, rapidement, où se situe la créativité? Probablement entre la tentation du conformisme et celle de la toute-puissance. La tentation du conformisme, c'est la tentation qui consiste à obéir à tout, à reproduire ce qui existe déjà. La tentation de la toute-puissance, c'est celle de l'enfant qui croit qu'il est tout-puissant et que le monde peut lui obéir, exécuter tous ses caprices. On sait que l'enfant qui naît, il naît avec cette tentation de la toute-puissance. Il naît avec cette tentation de la toute-puissance, c'est un mystère pour personne. La naissance est une épreuve. Avant la naissance, on est dans le ventre de sa mère, logé, nourri, blanchi. On n'a aucun désir et aucune pulsion qui ne soit immédiatement satisfait. Naître, c'est rentrer dans l'insatisfaction. C'est découvrir qu'on peut avoir faim et ne pas tout de suite être rassasié, avoir soif et on ne vous donne pas immédiatement à boire. On peut avoir froid, on peut avoir envie que vos parents vous tiennent dans les bras, puis ils sont occupés parce qu'ils ont autre chose à faire. Il faut donc apprendre, quand on arrive au monde, que toutes nos pulsions primaires, notre désir d'être bien nourri, bien chauffé, d'être aimé, ne peuvent pas se réaliser par la seule injonction de notre volonté. Le monde ne nous obéit pas. Le monde a ses règles, le monde a ses lois, et grandir, c'est accepter une certaine frustration. Alors le mot frustration est négatif, bien sûr. Ça veut dire qu'on accepte de ne pas avoir satisfaction tout de suite à tout. Mais c'est un mot profondément positif aussi, parce que c'est cette frustration qui nous permet d'entrer dans la pensée, de réfléchir. Nous le savons aujourd'hui, et les neurosciences nous le montrent bien, l'arrivée dans la pensée, elle est liée à cette capacité à surseoir à ses pulsions. Surseoir à ses pulsions. Je peux avoir des tas de pulsions. Les pulsions, d'ailleurs, ne sont interdites par personne. Elles sont en général très personnelles et on les vit de l'intérieur. En revanche, passer à l'acte peut devenir extrêmement grave et je pourrais évoquer évidemment l'événement tragique qui a eu lieu tout près de chez vous il y a 48 heures, où quelqu'un cède à sa pulsion. C'est Albert Camus qui dit un homme, ça se caractérise par le fait que ça se retient. Ça se retient, c'est-à-dire ça ne cède pas tout de suite à sa pulsion, ça ne fait pas ses 4 volontés. Et aujourd'hui, un des problèmes qu'ont nos enfants, c'est qu'ils ont tendance à être dans cette toute-puissance, parce qu'ils ont découvert des tas de choses. Ils ont en particulier découvert qu'ils étaient capables de tenir les adultes à leur merci. Ils sont capables, par exemple, de jouer un adulte contre un autre, pour obtenir satisfaction de l'un si l'autre ne lui donne pas satisfaction. Ils sont capables de faire monter les enchères. Ils sont d'autant plus capables de faire monter les enchères qu'ils vivent dans un monde
qui a profondément inversé l'ordre familial, parental traditionnel. Dans la famille traditionnelle, globalement, le devoir des parents, c'est d'aimer leurs enfants. Dans la famille moderne, l'aspiration majeure des parents, c'est d'être aimés par leurs enfants. Et être aimé par ses enfants, évidemment, ça veut dire que parfois, pour être aimé, et un peu plus que la grand-mère, un peu plus que la tante, un peu plus que le père ou la mère, eh ben, on va céder aux caprices. Parce que c'est plus facile de céder aux caprices que d'y résister. Et si on cède aux caprices, eh bien on laisse l'enfant s'enquister dans une espèce de toute-puissance qui va être relayée très vite à travers des outils qu'il va découvrir, par exemple le jeu vidéo. C'est extraordinaire le jeu vidéo, le joystick c'est l'outil de la toute-puissance. Vous avez là un truc entre vos mains, vous appuyez sur des boutons, vous assassinez des centaines de personnes, elles se relèvent, vous êtes tout puissant, vous êtes dans une virtualité où vous exercez votre toute-puissance. La toute-puissance, c'est pas l'humain, la toute-puissance c'est l'abolition de l'humain. C'est le fait de considérer que les autres humains sont à ma merci. Et donc, le rôle de l'éducation, c'est de trouver cette ligne de passage, ce chemin entre le conformisme et la toute-puissance. C'est le faire avec. Faire avec. Faire, parce que c'est ça qui exprime notre liberté, dont je parlais tout à l'heure, mais avec, parce qu'on ne fait jamais sans. On ne fait jamais sans ce qui existe déjà, et la création en particulier, elle est toujours appuyée et elle combine toujours des éléments qui existent déjà quelque part, et que l'on va combiner d'une manière originale, et nous allons voir comment. Donc, entre toute puissance et créativité, entre conformisme et toute puissance, un apprentissage nécessaire. C'est vrai pour la famille, c'est vrai pour la classe aussi. C'est vrai pour la classe parce que le conformisme, c'est on fait l'exercice, on recopie, on fait ce qui est nécessaire, et puis voilà. La toute-puissance, et on part dans n'importe quoi. Entre les deux, il y a un chemin où on fait des choses avec ce qui nous est proposé, mais on les fait en leur donnant une tournure qui font que ces choses deviennent des choses nouvelles que nous avons investies et que nous proposons. Donc, la créativité, vous le voyez, c'est un chemin relativement étroit, mais nécessaire. Alors, on pourrait essayer de comprendre cette créativité en tant que geste mental, pour reprendre ce que dit Antoine de La Garandrie. Antoine de La Garandrie, quand il parle de la pensée créatrice, de ce 5e geste mental qu'a évoqué Régine tout à l'heure, dit qu'il s'exprime de 2 manières. Il s'exprime à travers ce qu'il appelle les découvreurs et à travers les inventeurs. Il dit au fond, il y a 2 façons de créer. Celui qui découvre, il crée. Il découvre quelque chose que les gens ignoraient jusqu'à présent, mais il crée parce qu'il donne à voir à tout le monde une chose que personne ne voyait jusque-là. Le découvreur, c'est Claude Bernard, quand il découvre l'existence de l'urée à travers les lapins qui font pipi sur la paillasse. Le découvreur, c'est Newton, quand il découvre la gravitation universelle. Il ne fabrique pas la gravitation universelle. La gravitation universelle existe avant Newton. Mais il la découvre. Et cette découverte est une création parce qu'il permet à ce qui existe déjà de devenir visible, et il fait en sorte que ce qui a été visible puisse être approprié par tous. La Garandrie parle de découvrir une intelligibilité inédite. Une intelligibilité inédite. Quelque chose d'intelligible, mais qui jusque-là n'a pas été identifiée, comprise et proposée à toutes et tous. Et la Garandrie dit, à côté du geste de celui qu'il appelle le découvreur, il y a l'inventeur. Denis Papin, quand il invente la machine à vapeur, eh bien, il invente quelque chose qui n'existe pas avant lui.
la gravitation universelle existe avant Newton, mais la machine à vapeur n'existe pas avant Denis Papin. Et donc, il dit qu'il y a en quelque sorte, pour créer deux attitudes qui sont à la fois complémentaires et qui participent du même processus, ces deux gestes mentaux qui consistent à proposer aux autres quelque chose d'inédit, inédit d'un côté, parce que ça existait déjà et qu'on ne l'avait pas trouvé, inédit de notre côté, parce que ça n'existait pas et qu'on l'a fait exister en s'appuyant sur des choses qui existaient déjà. Et à ce sujet, Antoine de La Garandrie précise que nos élèves, nos enfants, peuvent avoir ce qu'il appelle l'esprit de découverte ou l'esprit d'invention. Et qu'il serait intéressant, non pas de les catégoriser en disant il y en a qui ont l'esprit de découverte, il y en a d'autres qui ont l'esprit d'invention, mais qu'il serait intéressant de les interroger et de susciter de l'interrogation chez eux. Je vous lis un passage de son ouvrage pour une pédagogie de l'intelligence. Il dit, quand un homme qui a l'esprit de découverte prend en main un objet, sa réaction est de se poser cette question, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Celui qui a l'esprit d'invention, lui, quand il prend en main le même objet, se dira dans la même situation, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Et il dit, qu'est-ce que c'est que ça d'un côté? Qu'est-ce que je pourrais faire avec ça de l'autre? Et il ajoute, et ça c'est très important, le plus important pour le pédagogue, il est rare qu'une même conscience se pose ces deux questions à la fois, mais beaucoup de consciences se croient dépourvues d'imagination créatrice, alors qu'il leur suffirait de se poser l'une ou l'autre de ces questions pour s'apercevoir qu'elles n'en sont pas démunies. Donc il dit, le pédagogue, il a ce pouvoir extraordinaire de construire avec l'enfant un rapport créatif. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu reconnais que c'est quoi? Comment tu le décris? Quel est le modèle sous-jacent qu'il y a? Comment tu peux trouver les mots qui expriment ce que tu vois ou ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que c'est que ça? Et il nous dit, il y a un certain nombre d'enfants, et tous probablement peuvent y accéder, peuvent y arriver, eh bien, ils vont fonctionner de cette manière-là. D'autres vont fonctionner en disant, ça y est, j'ai un truc, qu'est-ce que j'en fais? Je le combine avec autre chose, qu'est-ce que je fais? Je peux l'utiliser pourquoi? Je peux l'utiliser pourquoi? Comprendre d'un côté, utiliser de l'autre, et il ajoute, il ne faut pas enfermer les personnes dans un certain type de créativité. Nous sommes tous capables d'avoir ces deux types de créativité, simplement nous fonctionnons préférentiellement avec l'une ou avec l'autre, et l'important pour le pédagogue, qu'il soit parent, qu'il soit enfant, qu'il soit professeur, c'est quand l'enfant, quand l'adolescent s'empare d'un objet, qu'il l'aide à en faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il le mette dans une situation qui fasse qu'avec ça, soit je comprends, soit je fabrique, soit je comprends et je fabrique, mais ça n'est pas simplement quelque chose que j'ai pris, que je possède et que je vais abandonner une fois que j'aurai mis une étiquette avec marqué « c'est à moi ». Voilà. C'est-à-dire développer cette attitude au regard de tous les objets matériels et les objets intellectuels, qui permettent d'être dans une situation dynamique, qui permettent d'être dans une situation prospective. La Garandrie explique très longuement que ce qui caractérise à la fois les découvreurs et les inventeurs, c'est qu'ils pensent un avenir et qui mettent en place un processus, un geste mental qui fait advenir quelque chose qui soit existait déjà et n'était pas connu. Alors n'était pas connu de l'enfant ou de l'adolescent, il pouvait être connu de tout le monde, hein. On est bien d'accord. Quand l'enfant découvre que sur un tronc d'arbre, il y a des ronds, et que ces ronds, il peut les compter, et que les compter, ça a une signification, il ne découvre pas ça pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, mais il le découvre pour la première fois dans sa propre histoire. Dans sa propre histoire. Alors, c'est important, parce que cette découverte-là, elle le constitue comme créateur. Elle le constitue comme créateur. Et celui qui va utiliser le bois pour en faire une cabane ou autre chose, cela le constituera aussi comme créateur.
Et mon rôle d'éducateur, c'est de le positionner comme créateur, c'est-à-dire comme faiseur d'un avenir, pas comme possesseur de l'objet, mais comme faisant quelque chose avec ces objets. On pourrait continuer, bien sûr, mais pour ma part, j'irai un tout petit peu plus loin peut-être que ce que dit la Garandrie, en évoquant un autre penseur célèbre, très important pour moi, qui est Claude Lévi-Strauss. Alors Claude Lévi-Strauss, vous voyez peut-être qui c'est un anthropologue très important, qui a étudié les comportements des sociétés qu'on appelle primitives. Et Claude Lévi-Strauss, dans un texte célèbre, La pensée sauvage, étudie la façon dont fonctionnent ce qu'on appelle les primitifs. Et il rapporte ça au fonctionnement d'un bricoleur. Il dit, qu'est-ce que c'est qu'un bricoleur? Il dit, le bricoleur, c'est pas l'ingénieur. L'ingénieur, quand il construit le pont, il a un certain nombre de connaissances, il a un projet, et avec les connaissances qu'il a, il va réaliser le projet qu'on lui demande. Le bricoleur, il a une cave ou un garage ou un coin chez lui où il met toute une série de vieilles choses. Et puis, de temps en temps, il descend dans sa cave, son garage ou son coin, et puis il voit un objet, et puis un autre, et il se dit, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? C'est-à-dire qu'il part, dit Lévi-Strauss, de matériaux précontraints. C'est-à-dire qu'il va chercher des choses qui existent déjà et il les arrange. Il les arrange pour faire en sorte que ces choses qui existent déjà produisent une configuration nouvelle. Et il me semble, et c'est d'ailleurs ce que dit Claude Bernard lui-même, que quand lui-même a été amené à construire ses connaissances scientifiques, il a fait exactement cette opération du bricolage. J'ai cherché chez Claude Bernard cela, il le dit dans un texte célèbre, où il décrit la façon dont il a trouvé, pour l'essentiel avec la fameuse expérience des lapins, hein, il dit, une idée neuve apparaît comme une relation nouvelle ou inattendue que l'esprit aperçoit entre des choses qu'il connaissait déjà, mais qu'il ne reliait pas. Et donc, Claude Bernard lui-même dit, ce qui fait à un moment le déclic, c'est on relie les choses. On va chercher un truc et un autre, puis on met ça, et puis ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose de nouveau, qu'on n'attendait pas. Ça fait quelque chose d'original, ça fait quelque chose d'inventif, va-t-on dire. Alors, cela, les psychologues ont tenté de le comprendre, de le formaliser. Il y a eu énormément de mots pour expliquer cela. On a parlé de la pensée divergente. La pensée divergente. C'est-à-dire de la pensée qui sort des sentiers battus. Et puis, un monsieur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gianni Rodari, qui est à la fois un auteur de littérature de jeunesse, mais aussi un fabuleux pédagogue, dans un livre qui s'appelle Grammaire de l'imagination, a défini ce qu'il appelle le binôme imaginatif. Alors le binôme imaginatif, c'est le fait de faire se rencontrer des éléments qui sont des éléments qui apparemment n'ont aucun rapport entre eux. Et Gianni Rodari, qui écrit des contes et qui fait écrire des contes par les enfants, donne des exemples. Il dit par exemple, si vous mettez deux mots, un chien et une niche, bon, ben on va écrire le chien rentre dans sa niche. Si vous mettez deux mots, un chien et un chat, on va dire le chien se bat contre le chat. Mais alors si vous mettez deux mots du type un chien et une armoire, alors là ça devient plus intéressant. Ça devient plus intéressant parce qu'on peut faire plusieurs figures, il dit. On dit le chien avec l'armoire, l'armoire du chien, le chien sur l'armoire, le chien dans l'armoire, etc. Et il va proposer des tas d'histoires. Alors, une première histoire, un chien passe dans la rue avec une armoire sur son dos. C'est sa niche. Que voulez-vous y faire? Il l'emporte toujours avec lui comme l'escargot sa coquille, etc., etc. Première histoire. Deuxième histoire, l'armoire du chien me semble déboucher surtout sur une idée pour architecte, etc. Elle est conçue pour contenir le paletot du chien
la série assortie de muselières ou de laisse, les pantoufles antigel, le protège-queue à pompons, les os en caoutchouc, les faux chats, le plan de la ville, etc. C'est l'armoire du chien où on range tout ce qui appartient au chien. Hein. Et puis, il a une troisième histoire. Il s'est dit que c'est celle qu'il préfère, c'est le chien dans l'armoire. Ça me paraît, dit-il, plus tentant. Et il prend l'histoire, le docteur Polyphème rentre chez lui, ouvre l'armoire pour prendre sa veste d'intérieur et y trouve un chien. Nous voici aussitôt mis en demeure de chercher une explication à cette apparition. Mais on peut la repousser à plus tard. Le plus intéressant pour le moment, c'est d'analyser la situation de près. Le chien est de race indéfinissable, peut-être un chasseur de truffes, ou alors un chasseur de cyclamènes, ou de rhododendrons. Alors, évidemment, il se met à délirer, et chaque fois en introduisant des mots qui n'ont aucun rapport, évidemment, avec le mot initial. Et il nous explique que c'est ça qui va lui permettre de raconter des histoires, que c'est à travers ce binôme imaginatif qui va fabriquer un conte, qui va sortir des sentiers battus et qui va être original. Et ce que dit Rodari à propos des contes et des histoires pour enfants ici, on pourrait l'utiliser pour les poètes. Pour les poètes. Si par exemple, vous remémorez ces vers ou ces phrases de René Char quand il dit sur les arêtes de notre amertume, alors il faut que je retrouve, sur les arêtes de notre amertume, c'est la patience de la conscience avance et dépose son limon. Sur les arêtes de notre amertume, la patience de la conscience avance et dépose son limon. Les arêtes de notre amertume. Qu'est-ce qu'il dit quand il dit les arêtes de notre amertume? Il va chercher un mot, les arêtes, qui appartient au vocabulaire géographique, et un mot amertume qui appartient au vocabulaire psychologique. Les arêtes de notre amertume. La patience de la conscience avance et dépose son limon. On est amer et puis la conscience fait son travail. Le limon va progressivement venir et sur ces arêtes de notre amertume, il va progressivement nous permettre de dépasser cette amertume. Et donc on est encore là, parfaitement dans le binôme imaginatif. On est dans cette capacité à faire le lien entre des choses qui n'ont pas de lien. Hein. Et c'est ça qui va finalement, si on travaille un petit peu sur la psychologie cognitive, c'est ça qui va finalement être un moteur fondamental de la pensée créative. C'est ce que Piaget, le grand psychologue, appelle la pensée syncrétique. C'est ce que notre grand psychologue Kessler appelle la dissociation, associer deux choses, ce qu'on appelle aussi la pensée latérale, etc. etc. Et Rodari, dont je vous parlais tout à l'heure, va multiplier les exemples pour cela. Par exemple, il travaille beaucoup avec les enseignants d'école primaire ou de collège, et il leur propose de faire travailler les élèves sur des questions centrées autour de ces binômes imaginatifs. Par exemple, première question, qu'arriverait-il si la tour Eiffel se mettait à voler? Bon, évidemment, c'est un binôme un peu étrange, la tour Eiffel se met à voler. Ou deuxième question, qu'arriverait-il si un crocodile frappait à votre porte? Ou qu'arriverait-il si l'argent disparaissait du jour au lendemain? Et il part comme ça avec des... Alors évidemment, c'est toujours extrêmement stimulant parce que c'est ce à quoi on ne s'attend pas. Qu'arriverait-il si un crocodile frappait à votre porte? Qu'arriverait-il si l'argent disparaissait du jour au lendemain? Et il fait parler les enfants à partir de ça. Il les fait s'exprimer, il les fait imaginer ce qui pourrait se passer. Et il découvre qu'il va susciter chez les enfants, à travers ce type d'interrogation, un développement intellectuel et mental absolument extraordinaire. Et il découvre que les enfants avec qui on va travailler comme ça, c'est-à-dire en les mettant en face de choses qu'on réunit alors qu'elles sont radicalement différentes, en les faisant sortir des clichés pour les mettre en face de choses qui sont hétéroclites, eh bien on va, par ce travail du bricoleur dont je vous parlais tout à l'heure, on va réussir à les faire dérailler, mais dérailler au bon sens du terme,
les faire imaginer quelque chose à quoi ils n'avaient pas pensé. Et Rodari nous dit d'ailleurs, c'est un peu comme ça que fonctionnent aussi les grands scientifiques. Les grands scientifiques. Alors vous connaissez probablement la question traditionnelle aujourd'hui dans les mathématiques modernes des infinis de Cantor. Hein. Cantor, c'est celui qui a montré que 1 égale 2. Hein. Ce qui est très facile à montrer, que 1 égale 2 en arithmétique, on peut le montrer très très facilement. Hein. On peut le montrer très facilement parce que si j'écris ici la suite des nombres premiers, 1, 2, 3, 4, 5, etc., ça va jusqu'à l'infini, évidemment. Hein. Si j'écris sous chaque nombre premier un nombre pair, 2, 4, 6, 8, 10, comme ça va jusqu'à l'infini, les deux séries sont superposables. Or, la seconde est la moitié de la première. Donc 0,5 égale 1, donc 1 égale 2. On peut le montrer très facilement, ça ne pose aucun problème. On peut montrer que... Et alors, il va beaucoup plus loin, Cantor, puisqu'il va même montrer qu'il n'y a pas que deux infinis, il va classer les infinis. Il va dire, si on prend une droite, le nombre de points sur une droite est infini. Mais sur une demi-droite, le nombre de points, il est quoi? Il est infini. Donc une demi-droite est à la fois la moitié d'une droite et une droite. Donc la moitié est égale au tout. Maintenant, il va même encore beaucoup plus loin. Parce qu'il dit, si vous prenez une droite, le nombre de points sur une droite est infini. Mais si vous prenez un plan, le nombre de points sur un plan est aussi infini. Or, un plan, c'est évidemment beaucoup plus grand qu'une droite, puisqu'il y a une infinité de plans dans une droite. Donc on n'en sort pas. Alors, on pourrait multiplier les exemples. J'en avais pris cet après-midi, en particulier, dans un excellent livre écrit par un collaborateur d'Einstein qui s'appelle Gamow. Ce livre s'appelle 1, 2, 3 à l'infini. Ce célèbre mathématicien, Gamow, essaye de débusquer toutes les énigmes comme ça, mathématiques, et de montrer que les mathématiques ont avancé chaque fois que quelqu'un a osé partir vers quelque chose d'inattendu et mettre en relation des choses qui n'étaient pas en relation jusqu'à présent. Bon, quand Cantor opère la classification des infinis, qu'on appelle la classification des alephes, aleph 0, aleph 1, aleph 2, aleph 3, parce que dans le cube, on pourrait aller après le plan, il y a le cube. Hein. Dans le cube, il y a aussi une infinité, hein, etc. Et puis, Einstein lui-même. Einstein, qu'est-ce qu'il raconte quand il trouve la relativité générale? Il dit, ce qui m'a permis de trouver la relativité générale, c'est le jour où j'ai formulé, en mettant ensemble ces deux mots, l'essentiel de ma théorie, parce que j'ai pu dire l'espace est courbe. L'espace est courbe. Alors, l'espace est courbe. Nous, on a du mal, hein. L'espace est courbe. L'espace, on est dedans. Comment il peut être courbe? Comment un espace peut être courbe? C'est très compliqué. Alors, vous savez comment Einstein prouve que l'espace est courbe. Hein. Il le prouve avec le théorème de Pythagore, puisqu'il va dans l'infini, il repère 3 points. Nous sommes ici un des 3 points, et il regarde la somme des angles. Si la somme des angles est égale à 180 degrés, l'espace n'est pas courbe, il est plan, mais il s'aperçoit que si on prend des télescopes, eh bien, en réalité, la somme des 3 angles est supérieure à 180 degrés, et ça n'est possible que parce que l'espace est courbe. Si l'espace était plat, évidemment, la somme des 3 angles entre 3 points dans l'espace serait égale à 180 degrés. Et Einstein dit lui-même, il dit, pour moi, ça a été le déclic. L'espace est courbe. Personne n'a jamais pensé que l'espace était courbe. L'espace, c'est ni courbe ni pas courbe, c'est rien du tout, quoi. Mais la courbure de l'espace, pour lui, c'est ce qui va lui déclencher la compréhension de la relativité générale. C'est ce qui va lui permettre de définir l'univers en disant l'univers est un cercle fini de diamètre infini. C'est compliqué. Un cercle fini de diamètre infini. Vous vous rendez compte? C'est difficile à comprendre, parce que s'il est fini, il y a un bord. Mais si le diamètre est infini,
il n'y a pas de bord. Et comment un cercle peut-il être fini et le diamètre peut-il être infini? Eh bien, c'est parce que E égale MC2. Voilà. Et à partir de là, alors moi je ne saurais pas vous faire la démonstration, hein, mais Einstein il vous l'a fait très très bien la démonstration. Gamow aussi d'ailleurs vous l'a fait très bien dans le petit livre de 3 à l'infini. Il vous montre très bien comment on passe d'un déclic là, tout bête, à quelque chose qui va être une théorie extrêmement complexe, extrêmement élaborée de l'univers. Donc le binôme imaginatif, il ne fonctionne pas simplement en littérature, il fonctionne partout. Et ce binôme imaginatif, il va nous faire quoi? Il va nous permettre de passer de l'aléatoire des rencontres à quelque chose que j'appelle la fécondité des belles contraintes. La fécondité des belles contraintes. Et là, je m'appuie beaucoup ici, moi j'ai été longtemps professeur de lettres, je m'appuie beaucoup sur un courant littéraire qui s'appelle l'Oulipo, hein, l'ouvroir de littérature potentielle. L'Oulipo qui a été créé par Raymond Queneau, hein, et qui s'est développé beaucoup à travers toute une série d'auteurs, dont le plus intéressant, un des plus intéressants, est Georges Perec. Georges Perec a écrit un livre que je trouve un livre majeur, ça s'appelle La disparition. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu ce livre. Je vais vous en lire quelques lignes sans rien vous dire. Hein? C'est l'avant-propos. Le sous-titre de cet avant-propos, c'est pas très gai, c'est « Où l'on saura plus tard qu'ici s'inaugurait la damnation ». Ensuite, c'est 3 cardinaux, un rabbin, un amiral franc-maçon, un trio d'insignifiants politicards soumis au bon plaisir d'un trust anglo-saxon ont fait savoir à la population par radio, puis par placard qu'on risquait la mort par inanition. On crut d'abord à un faux bruit. Il s'agissait, disait-on, d'intoxication. Mais l'opinion suivit. Chacun s'arma d'un fort gourdin. Nous voulons du pain, criait la population. Conspuant, patron, nantis, pouvoir public. Ça complotait, ça conspirait partout. Un flic n'osait plus sortir la nuit. À Mâcon, on attaqua un local administratif. À Rocamadour, on pilla un stock. On y trouva du thon, du lait, du chocolat par kilo, du maïs par quintot. Mais tout avait l'air pourri. À Nancy, on guillotina sur un rond-point 26 magistrats d'un coup. Puis on brûla un journal du soir qu'on accusait d'avoir pris parti pour l'administration. Partout, on prit d'assaut dock, hangar, magasin. Vous avez repéré quelque chose? Oui. Tout ceci est écrit sans la lettre E, qui est la lettre la plus utilisée dans la langue française. Parce que Georges Perec s'était donné comme consigne, comme contrainte, d'écrire un roman entier qui fait plus de 300 pages sans la lettre E. Sans la lettre E. C'est une lettre sur 5, la lettre E. Donc c'est considérable. Et alors, moi quand j'ai lu ça, je ne me suis pas aperçu tout de suite. Je l'ai lu à sa sortie, ce livre. Je ne me suis pas aperçu tout de suite que la lettre E avait disparu. Puis au bout d'un certain temps, effectivement, c'est curieux. Alors ça tient debout, hein. On tuait son frangin pour un saucisson, son cousin pour un bâtard, son voisin pour un crouton, un quidam pour un quignon. Ah, ça tient debout tout ça. Hein? Et puis alors, je me suis intéressé au livre, j'ai écouté des interviews de Georges Perec, et il dit moi c'est parce qu'on m'a interdit une lettre que j'ai inventé tout ça. C'est-à-dire que j'étais obligé d'inventer, parce que la lettre interdite me mettait dans la position de devoir inventer des choses nouvelles. De devoir inventer des choses nouvelles. Et c'est ce qu'on appelle, dans le mouvement de l'Oulipo, un lipogramme, c'est-à-dire un texte où il y a une contrainte, et cette contrainte consiste ici, c'est la contrainte la plus simple qu'on puisse imaginer, à interdire une lettre. On interdit une lettre. Alors cette contrainte, moi je l'ai beaucoup utilisée en tant qu'enseignant, et je l'utilise encore en tant que formateur. Par exemple, quand j'étais professeur de français en 6e, quand j'étais instituteur, ben, je donnais une image à décrire, et puis je disais à mes élèves, toi tu n'as pas le droit d'utiliser la lettre A, la lettre E, la lettre I, la lettre O, la lettre U. Et puis je leur donnais quelque chose qui est un instrument extrêmement précieux pour nos élèves, je leur donnais à chacun un dictionnaire des synonymes. Parce que qu'est-ce que ça avait pour objectif, ça?
de leur permettre de trouver du vocabulaire. Parce que si vous ne donnez pas de contraintes, il n'utilise que les mots qu'il connaît. Or, comme la répartition des mots est très inégale, vous savez qu'un enfant qui rentre en maternelle peut posséder 600 mots, mais il peut en posséder aussi 6 à 7 à 8000, et que la maîtrise du vocabulaire est évidemment un élément absolument fondamental pour maîtriser le langage et pour tous les éléments de la réussite scolaire. Si vous mettez l'enfant dans une situation où il n'utilise que les mots qu'il connaît, ben il n'utilise que les mots qu'il connaît. Voilà. Les autres, il ne les utilise pas, forcément. Hein? Il va utiliser ses 600 mots, ses 1000 mots, ses 2000 mots, ses 3000 mots une fois arrivé en 6e, et puis voilà. Mais si vous lui mettez la contrainte, ah, tu n'as pas le droit d'utiliser la lettre A, flûte, alors là, je dois décrire une maison. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais chercher sur le dictionnaire, je trouve que maison, il y a demeure. Est-ce que demeure, ça peut s'appliquer pour ce que je vois là? C'est compliqué. On en discute. En tout cas, il se passe quelque chose. Il se met à réfléchir et il se met à se demander comment il peut dire les choses d'une manière telle que ce soit effectivement quelque chose d'original et de nouveau. Donc les contraintes ne sont pas le contraire de l'imagination. Il n'y a pas d'imagination sans contrainte. Et même sans contrainte, presque on pourrait dire absurde. Absurde. Les belles contraintes sont parfois apparemment absurdes. Parce que c'est elles qui imposent de sortir des sentiers battus. De sortir des sentiers battus. Dans la contrainte, alors, on a quelque chose qu'un philosophe appelé Jacques Rancière a parfaitement défini, quand Rancière dit « L'émancipation, c'est quand une intelligence qui n'obéit qu'à elle-même obéit à une autre volonté. » Il dit exactement l'inventivité, la créativité. C'est une intelligence qui n'obéit qu'à elle-même alors même que la volonté obéit à une autre volonté. Et alors entendez-moi bien, c'est un peu compliqué comme formule, ça veut dire je t'interdis d'utiliser la lettre A, donc tu m'obéis à ma volonté. Donc ta volonté obéit à ma volonté. Donc j'assume ma position d'autorité. Mais pour ça, ton intelligence n'obéit qu'à elle-même, parce que c'est toi qui vas chercher. C'est toi qui vas chercher, c'est toi qui vas aller te demander, te poser des questions, etc., etc. Donc ta volonté obéit à ma volonté, mais ton intelligence n'obéit qu'à elle-même. Autrement dit, je t'impose une contrainte qui te permet d'activer ta propre volonté, ta propre intelligence, pardon. Je t'impose une contrainte qui te permet d'activer ta propre intelligence. Et donc de sortir de la reproduction, du mimétisme, etc., etc. Et là, nous sommes vraiment devant un enjeu absolument majeur. Alors, je vous ai parlé du lipogramme, de l'Oulipo, on pourrait parler d'une multitude d'exercices. Dans le groupe de l'Oulipo, il y a quelqu'un qui s'appelle, que vous avez peut-être lu, qui s'appelle Italo Calvino, qui a écrit de magnifiques romans, Le Baron Perché, Contes pourfendus, etc., qui a utilisé le tarot pour écrire des histoires. Le tarot. Et il y a une multitude de tarots des contes qui ont été faits. C'est-à-dire, on a aussi utilisé quelque chose de très connu pour ceux et celles qui travaillent un petit peu sur la littérature, qu'on appelle le schéma de Prope. Le schéma de Prope, c'est un héros, un allié, un obstacle, un projet, une épreuve, etc. Et avec ça, on peut faire tourner et on peut mettre un héros et puis lui faire rencontrer un obstacle. Ah ben c'est Pinocchio, mais c'est Pinocchio qui va dans l'espace et qui rencontre une météorite. Ah ben ça oblige à sortir des sentiers battus, ça. Et ça oblige à imaginer quelque chose qui n'était pas déjà là. Je fais partie de ceux qui, vraiment, et je pense que la Garandrie nous a ouvert la voie là-dessus, qui pensent que la contrainte n'est pas le mal en éducation. Que la question n'est pas de savoir s'il faut ou pas des contraintes. La question est de savoir si la contrainte, elle est bête, et elle ne sert à rien, ou si elle est au contraire un outil qui permet aux gens d'aller au-delà, de réfléchir et
de faire quelque chose d'absolument fondamental, qui est de se dépasser. C'est-à-dire la créativité, c'est le dépassement. C'est le dépassement. Et je suis très attaché à cette notion de dépassement, d'abord parce qu'elle renvoie à des connaissances en matière de psychologie cognitive qui sont maintenant très stabilisées. Hein. Pour ceux et celles qui connaissent un petit peu toutes ces théories, on parle de la zone proximale de développement, c'est-à-dire le fait que chaque individu sait faire un certain nombre de choses accompagnées, et il doit progressivement apprendre à les faire seul. Bon, alors je vais prendre l'exemple le b.a.-ba, c'est le petit enfant qui sait marcher quand on lui tient la main. À un moment, il faut lui lâcher la main pour qu'il marche tout seul. Voilà. Et puis, après marcher, il y a sauter à la corde, il y a des tas de choses. Et les psychologues montrent que nous progressons comme ça. Nous progressons parce que quelque chose que nous apprenons à faire avec quelqu'un, nous réussissons à le faire sans quelqu'un. Et que ça s'appelle aussi, d'une autre manière, la construction de l'autonomie. Évidemment. Et ça, c'est le dépassement. Et dans la créativité, il y a cette exigence fondamentale du dépassement. Du dépassement. C'est-à-dire le fait de se mettre en position de sortir quelque chose dont on ne savait même pas soi-même qu'on était capable de le sortir et de le faire. Hein? Et donc oui, on peut aider les enfants à se dépasser, à condition, et j'en parlais encore avant-hier, hier avec des collègues d'un collège pas très loin, à condition de changer le statut de l'évaluation. Hein? Si l'évaluation, elle consiste à dire à un enfant, alors que ce soit en famille ou à l'école, voilà, tu as écrit ça, ça vaut 6 sur 20, 3 sur 10, ou une couleur, je ne sais pas, jaune ou rouge, je te le rends, on fera une moyenne avec ça, ça sera sur ton carnet, maintenant on arrête tout. Il n'y a pas de dépassement. Hein. Il n'y a pas de dépassement. On est dans une situation où on photographie quelque chose qui existe, et puis on s'en tient là. Et comme le disait Jacques Lévin, quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, et qui connaissait d'ailleurs aussi très bien Antoine de la Garandrie, comme le disait Jacques Lévin, il faut que les pédagogues ils passent de la photo au cinéma, quoi. Il ne suffit pas de photographier, de dire, voilà, tu vaux ça, ton devoir, tu l'as bâclé, il vaut 6. Il faut être capable de dire, tu l'as bâclé, mais moi je vais te donner quelques conseils, tu vas le refaire, et peut-être qu'il vaudra 12 ou 15 ou 16. C'est-à-dire que ça impose de passer d'une évaluation qui est une évaluation statique, qui fige, à une évaluation qui permet d'aller au-delà. Parce qu'on en revient à cette phrase extraordinaire que je cite toujours d'Albert Jacquard, Albert Jacquard qui dit l'évaluation, que ce soit dans la famille ou dans l'école d'ailleurs, ou partout, même dans le sport, ça n'est pas pour savoir si on est meilleur que les autres, c'est pour devenir meilleur que soi-même. Et si on prend cette formule au sérieux, l'évaluation, ça n'est pas pour savoir si on est meilleur que les autres, c'est pour devenir meilleur que soi-même, alors quelque chose est absolument central, c'est le retravail. C'est le remettre en chantier. C'est le t'as raté, mais tu t'y reprends. Tu y remets. Et moi, je vais t'aider. Et tu vas y arriver. Et tu seras fier de toi, parce que tu ne savais même pas que tu étais capable d'arriver à ça. Et là, on voit que cette notion de dépassement, elle a un rôle absolument fondamental et qu'elle est au cœur de la créativité. La créativité va être un des outils majeurs du dépassement. Du dépassement. L'enfant qui va imaginer quelque chose, bricoler, fabriquer quelque chose de nouveau, inventer un conte, une histoire, broder sur... il dépasse ce qui existe déjà. Alors, bien sûr, il y a la transmission, nous lui avons donné du matériau. Et ce matériau, il en fait quelque chose d'original et de nouveau. Il n'est ni dans la reproduction, ni dans la toute-puissance, il est dans ce que j'ai appelé tout à l'heure le faire avec. Le faire avec.
Donc une pédagogie du dépassement est évidemment absolument fondamentale et elle est au cœur de la créativité. Alors, moi je me suis posé une question sur la créativité, très tôt dans ma pratique. C'est la créativité est-elle un processus individuel ou collectif? C'est pas une question facile. C'est pas une question facile. Parce qu'on s'aperçoit que, d'une certaine manière, je caricature un peu, mais enfin, il a mieux valu que Michel-Ange reste seul au pinceau pour peindre le Moïse. Il aurait pu faire voter ses ouvriers pour savoir ce qu'ils en pensaient. Ça aurait été plus démocratique. Il n'est pas sûr que le Moïse ait été plus beau ou meilleur. Aujourd'hui, on parle beaucoup de co-construction. Il faut co-construire. Enfin, des fois, la co-construction, il vaudrait mieux qu'il y ait une personne qui le fasse et le fasse bien. Hein. Moi, d'ailleurs, ce mot me fascine un peu, co-construction. Bon. Donc la question, c'est quelle est la place du collectif et de l'individuel? C'est une question compliquée. Moi-même, dans mon histoire, sur cette question, j'ai beaucoup hésité. Et le collectif, il peut être soit un outil qui va donner la priorité à la qualité de la production, soit un outil qui va donner la priorité au dépassement des personnes. Et dans les deux cas, ça va fonctionner très différemment. Exemple basique, très très simple. Je donne à 5 élèves de 5e un objectif, c'est faites un panneau sur un pays d'Afrique. Très bien. Qu'est-ce qui va se passer? Très simplement. Celui qui sait écrire, écrit. Celui qui sait dessiner, dessine. Celui qui a des images chez lui, parce que son papa reçoit Géo, va les apporter. Il y en a un qui ne sait pas écrire, qui ne sait pas dessiner, qui n'a pas d'image chez lui. Il ne va pas faire grand-chose. Et d'ailleurs, il vaut mieux qu'il ne fasse pas grand-chose, parce que s'il faisait quelque chose, le panneau ne serait pas beau. On ne pourrait pas l'afficher pour la fête de l'école. Hein. Parce que la maîtresse, elle veut que le panneau il soit joli. Donc pour que le panneau soit joli, on ne va pas faire dessiner le gars qui ne sait pas dessiner. Il va faire des gros pâtés. Hein? Donc on va lui dire, écoute, puisque tu ne sais pas faire, abstiens-toi de faire. Hein? Puis il y en a un qui, lui, sera un peu plutôt le gêneur de l'affaire, chahuteur, etc. Alors lui, on va se débrouiller pour le neutraliser. Hein? Autrement dit, le groupe qui privilégie la production, il ne va pas privilégier la créativité individuelle. Il va privilégier l'exploitation des compétences déjà existantes. Déjà existantes. Voilà. Celui qui sait faire quelque chose, il va le faire, et puis voilà, très bien. Il le fait, on est content. Et le résultat est très bon. Moi, je suis tombé dans ce panneau, hein, au début de mon enseignement. Je faisais beaucoup de théâtre avec mes élèves. Quand j'étais instituteur puis prof de collège. Mais au théâtre, avec mes élèves, hein, je ne faisais pas jouer le premier rôle au bègue. Hein. Je faisais jouer le premier rôle à celui qui était capable de tenir la rampe et de s'exprimer le mieux devant tout le monde. Pourquoi? Parce que j'avais envie que la pièce de théâtre soit réussie. Bon. Et puis, le bègue, lui, je lui faisais brancher les prises de courant, ou au mieux peindre les décors, enfin bon, faire des... Moi, je suis tombé dans ce panneau-là. Alors, ça m'a servi, ce truc-là, parce que, comme j'étais un peu un expérimentateur en pédagogie, et que j'étais pas toujours très bien vu de mes collègues, le fait de faire des pièces de théâtre super réussies, ça leur en mettait plein la vue. Puis aux parents aussi. Il est très bon, ce prof, regardez les pièces de théâtre, la qualité qu'elle a. Mais il se trompait. La qualité de la pièce de théâtre était la preuve que je n'étais pas bon.
et non pas que j'étais bon. Elle était la preuve que je n'étais pas bon, parce qu'elle était la preuve que j'avais organisé le collectif, non pas sur la base du dépassement de chacun, de la créativité de chacun, mais sur la base de l'exploitation de ce qui existait déjà. Voilà. Et alors j'ai mené après des recherches importantes auprès des groupes, à la fois d'enfants, d'adolescents, d'adultes même d'enseignants, de syndicalistes, etc. Je me suis aperçu que c'était à peu près toujours pareil. Si vous mettez 5 personnes à travailler ensemble, il faut en général à peu près un quart d'heure pour repérer qu'il y a une division du travail entre concepteurs, exécutants, chômeurs et gêneurs. Les concepteurs conçoivent, les exécutants exécutent, les chômeurs ils font rien, les gêneurs on essaye de les refiler au groupe d'à côté. Vous avez cette mécanique qui se met en place, parce que le groupe, s'il veut produire, il va privilégier ce qui existe déjà. Mais c'est pas pour autant que le groupe est condamné à ça. Et c'est là où l'enseignant, l'éducateur, l'animateur, il a quelque chose d'important à faire. C'est qu'il peut utiliser le groupe pour susciter l'imagination. Moi, j'ai mis en place, il y a, au tout début, quand j'étais très jeune, un dispositif que j'ai appelé la boîte à mots, dont France Culture a fait d'ailleurs à l'époque une émission de radio qui passait tous les mercredis après-midi. La boîte à mots, c'est un dispositif où on met les élèves en rond, puis il y a une boîte avec des mots, qu'on appelle des déclencheurs narratifs. C'est des mots, alors un nuage, un rhume de cerveau, un ordinateur, voilà. Et puis, le premier élève tire un mot, et il commence une phrase. Et il passe la boîte. Et le second doit continuer l'histoire, mais avec le mot qu'il va tirer. Et là, on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, je sais pas, le premier élève tire ordinateur. Si on laisse filer l'histoire sans introduire la contrainte d'un mot nouveau et un peu original, l'ordinateur, il tombe en panne au mieux. S'il tire après ordinateur, je sais pas, rhume de cerveau, alors là, l'ordinateur s'enrhume. Là, ça devient intéressant. Parce que qu'est-ce que ça donne un ordinateur qui s'enrhume? Il se met à éternuer. Alors ça brouille un peu les choses. Il y a un certain nombre d'éléments qui se passent, etc. Et puis, troisième mot, il tombe sur, je sais pas, la fée Clochette. Oh là là, qu'est-ce qu'elle va devenir là? Alors le résultat, il ne va pas être génial, quoique. Nous l'enregistrions et en général, c'était très chouette. Mais l'objectif, c'est pas que le résultat soit génial. L'objectif, c'est que chaque gamin, à son tour, il ait travaillé dans sa tête pour essayer de se débrouiller pour faire quelque chose avec des choses qui existent déjà et qui soient des choses nouvelles. C'était ça l'objectif. Alors j'avais beaucoup sophistiqué le dispositif, puisque quand un élève était en panne, et ça arrivait relativement souvent, il existait à côté de la boîte à mots ce que j'avais appelé une boîte à outils. La boîte à outils, c'était des phrases que j'avais aussi travaillées à travers des études de texte et des études de contenu de conte, du type « Et tout à coup, la nuit se mit à tomber ». C'est-à-dire des phrases qui introduisent un événement et qui pouvaient débloquer. Si ça ne débloquait pas, il y avait une troisième boîte qui était la boîte à musique. C'était des musiques de toutes sortes et l'élève, s'il était bloqué, il avait la possibilité de demander une musique. Alors ça avait le mérite de lui donner du temps, parce que pendant que la musique, puis il y avait du silence, on écoutait tous la musique, etc. Et en plus de lui donner du temps, ça lui donnait parfois une ambiance. Et ça lui faisait penser à des choses. Et puis on combinait la boîte à mots, la boîte à outils, la boîte à musique, et en tournant. Alors le résultat, souvent chouette, mais à la limite, tous les élèves, ils l'oublient le résultat. Ils l'oublient le résultat. Ce qu'ils n'oublient pas, c'est ce qu'ils ont fait dans leur tête. Et c'est là où nous trouvons quelque chose de fondamental
en matière éducative, c'est la distinction tout à fait essentielle entre la tâche et l'objectif. La tâche, c'est faire une histoire, c'est ce qui se voit. Et l'objectif, c'est développer sa pensée imaginative et créatrice. Ça ne se voit pas. Si vous évaluez la tâche, ce qui se voit, vous finissez toujours par oublier l'objectif. Pour vous faire comprendre ça, un exemple très simple. Nous avons tous appris à écrire. Certains d'entre vous, j'en vois quelques-uns dans la salle qui sont dans ce cas, ont conservé jusqu'à aujourd'hui tout leur cahier d'écriture du cours préparatoire au CM2. Et ils ont mis ça dans leur grenier, et régulièrement, 2 à 3 fois par an, ils vont les regarder, les examiner avec beaucoup d'émotion. En fait, il y en a très peu. Hein. Vous n'avez pas gardé vos cahiers d'écriture du CP. Parce que la tâche, on s'en fout. Ce que vous avez gardé, ce n'est pas le papier sur lequel c'est écrit. Ce que vous avez gardé, c'est ce que vous avez acquis. C'est-à-dire ce que vous avez intériorisé. Vous savez écrire. Donc le plus important, ce n'était pas l'écriture, c'était ce qui s'était passé dans votre tête et que vous aviez réussi à apprendre. Ce qui fait qu'en pédagogie, c'est un peu comme dans Saint-Exupéry, le plus important est invisible pour les yeux. C'est un des enjeux les plus compliqués pour le pédagogue. C'est une des choses sur laquelle Antoine de La Grandrie nous a alertés aussi. C'est le plus important est invisible. Le plus important est invisible. Ce que vous voyez, c'est un résultat qui ne vous dit pas grand-chose sur ce qui s'est passé réellement dans la tête de l'élève. Ça ne vous dit pas grand-chose. Il a pu copier sur son voisin, improviser, faire un peu n'importe quoi. Bon. Peut-être il n'était pas en forme ce jour-là. Peut-être il était au contraire particulièrement en forme et qu'il est incapable de reproduire le lendemain ce qu'il a fait ce jour-là. Ce que vous voyez, c'est un indicateur, mais c'est un indicateur pauvre. Parce que le plus important, c'est là-dedans que ça se passe, et là-dedans, vous n'y voyez rien. Il y a ce que Husserl appelle une opacité incontournable de la conscience d'autrui. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête. C'est très agaçant pour l'éducateur. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête de nos enfants, de nos élèves. Alors on voudrait bien le savoir. Et d'ailleurs, si on le savait, on serait très content. Il y a d'ailleurs des gens qui cherchent à le savoir. Moi, j'ai assisté il y a déjà près de 12 ans, au Canada, à une expérience très intéressante. Qui cherchait à voir cela. C'est un cours de mathématiques d'élèves de 6e, sur la proportionnalité, je me souviens. Alors la classe était petite, hein. Ils n'étaient que 12. Mais ce cours était assez particulier. D'abord, il était très médicalisé, puisque chaque élève était à la fois sous perfusion et électroencéphalogramme. Chaque élève était sous perfusion et électroencéphalogramme. Il y avait d'ailleurs une infirmière par élève, donc il y avait du personnel, quoi. J'ai demandé si les élèves étaient d'accord, on m'a dit on ne sait pas, mais on a l'autorisation des parents. Écrite. Et au-dessus de la tête de chaque élève, il y avait une télévision. Et sur cette télévision, il y avait le cerveau de l'élève en coupe. En réalité, on lui injecte ce qu'on appelle un marqueur nucléaire. Et on lui injecte un liquide qui marque les globules rouges. Et grâce à un électroencéphalogramme très particulier qui dispose de ce qu'on appelle d'une caméra à positons, positron, selon qu'on connaît aux États-Unis ou en France, on repère ensuite où sont les globules rouges dans le cerveau. Puisqu'elles ont été marquées par un marqueur nucléaire, donc on les voit sur la télévision. C'est-à-dire qu'au moment où vous parlez, vous voyez au-dessus de John son cerveau, et vous voyez si dans son cerveau, la zone qui est irriguée, comme vous faites un cours de maths, c'est celle des activités logico-mathématiques, parce que si le gars, il ne suit pas le cours, mais il pense à sa copine, là c'est la zone des activités affectives qui est irriguée.
Et là, vous disposez d'un petit bouton poussoir qui vous permet de lui envoyer une légère décharge électrique, de telle manière à le rappeler à l'ordre. Alors, vous avez l'air de sourire. Moi, je trouve ça très intéressant. Un enseignant, parce que là, vous êtes devant moi, vous avez l'air d'être gentil, vous êtes particulièrement... vous semblez intéressé, vous êtes sympathique, etc. Mais enfin, vous pouvez tous vous dire, qu'est-ce qu'il fait ce gars-là, il nous cause de trucs qui ne nous intéressent pas, etc., etc. Moi, je rêverais d'avoir, quasiment instantanément, des télés avec vos cerveaux qui me disent si vous êtes content ou pas, si vous suivez ou pas. Parce que je pourrais ajuster mon discours en fonction de ça. Hein? Ça serait de l'évaluation formative permanente, là, qui marcherait. Hein? Parce qu'il y a une espèce d'aspiration à la maîtrise dans l'éducation. Parce qu'on voudrait maîtriser le cerveau de l'autre. Et on voudrait voir ce qui s'y passe dedans. Alors aujourd'hui, on a beaucoup progressé, hein, par rapport à ce que je vous disais il y a 12 ans. Hein. Aujourd'hui, on a des IRM portables. Enfin, c'est encore pas très au point. Bon. Enfin, on aura bientôt des IRM portables. Parce que, pour savoir ce qui se passe dans le cerveau d'un élève quand il apprend, il faut le mettre sous IRM, cérébral. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont passé des IRM cérébraux, ce n'est pas une partie de plaisir. Vous êtes dans un tube, hein, on est comme ça fait beaucoup de bruit, il ne faut pas être claustro, vous avez un bras coincé ici avec une perfusion, et là vous avez une main qui est libre avec un bouton poussoir plus ou moins rugueux pour dire oui et non. Et puis de la musique en général pour faire en sorte que le bruit soit moins désagréable. Et alors on arrive aujourd'hui à faire des exercices de mathématiques à des élèves sous IRM cérébral. Alors il faut les préparer, hein, c'est assez long, on leur fait... D'abord on les met dans des IRM en tissu, puis en carton, puis en bois, enfin il faut en général un an, puis ceux qui ne veulent pas la piqûre, bon c'est compliqué, mais enfin bon, on arrive, alors bon, on n'est pas encore le jour où vous pourrez amener l'IRM en classe verte, mais on ne sait jamais. Il y a Laurent Alexandre, qui est un chercheur français qui a beaucoup d'argent, puisqu'il avait fondé un site qui s'appelait Doctissimo, et qu'il a eu beaucoup d'argent en vendant son site, qui essaye de fabriquer ce qu'il appelle des explorateurs cérébraux non invasifs, portables et non invasifs. Des explorateurs cérébraux portables non invasifs. C'est-à-dire, en fait, un système une espèce de casque que l'on mettrait sur la tête des élèves pour savoir ce qui se passe dans leur cerveau quand on leur enseigne. Avoir l'information en direct. Bon. Ça, c'est un vieux rêve. On trouve d'ailleurs dans la mythologie et dans la science-fiction des gens qui expriment ce rêve-là. Mais c'est un rêve impossible pour moi, parce que la situation que j'ai vue, que je vous décrivais du cours de mathématiques, là, avec les infirmières et tout ça, je ne sais pas si ça vous a fait penser à la même chose, mais pour moi, on n'est plus dans l'éducation, là, hein, quand même. On est essentiellement dans le dressage. Hein, un dressage très sophistiqué et soutenu par une technologie très évoluée, mais on est dans le dressage. On est dans le dressage parce que on veut contrôler ce qui se passe dans la tête de l'autre. Alors que l'éducateur n'a qu'une possibilité, ça n'est pas de contrôler ce qui se passe dans la tête de l'autre, c'est de le rendre possible. Mais une fois qu'on l'a rendu possible, on ne peut pas le contrôler. Parce que ce qui se passe dans la tête de l'autre nous est à jamais inaccessible. Nous est à jamais inaccessible. Et pourtant, c'est ce qui est important. Et donc, notre travail d'éducateur qui cherchons à mettre les gens en situation de créativité, eh bien, ça consiste à organiser des environnements qui vont susciter cette créativité, à organiser des situations, à organiser des rencontres qui vont susciter ça. Et puis à poser les questions, comme on vous le disait tout à l'heure, dans le texte de la Grande, poser les questions. On organise l'environnement pour qu'il soit riche. Que cette richesse de l'environnement suscite des choses. Comme la créativité, c'est le fait de mettre ensemble des éléments qui préexistent, mais de les mettre ensemble de manière originale, il faut qu'il y ait des éléments qui préexistent. Plus il y a d'éléments qui préexistent, plus il y a de combinatoires possibles, donc il y a plus de créativité possible. Alors on le sait, y compris à travers les expériences de Montagnier sur les enfants, hein, sur les tout-petits, sur les crèches. On sait que
l'environnement de la crèche est totalement déterminant sur le développement intellectuel des premières années en matière d'imagination de l'enfant et de structuration de son cerveau. Si vous mettez un enfant avec très peu de stimulation à la fois visuelle, très peu d'objets autour de lui, avec des règles extrêmement rigides, vous vous apercevez que son développement intellectuel est très lent. Montagnier, pendant 10 ans, a inventé, a imaginé une seule situation. Dans les crèches, il faisait mettre au milieu de la crèche, au milieu de la salle, un rideau percé de fenêtres qu'on pouvait ouvrir ou fermer. Rien que cela. Et alors le fait que les enfants pouvaient aller regarder de l'autre côté, se cacher, jouer à apparaître ou à disparaître. Rien que cela. Il s'est aperçu que ça développait les capacités, y compris physiques, des enfants, leur agilité, d'une manière extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il introduit un dispositif qui ne contraint à rien d'autre qu'à rendre possible des comportements de communication, des comportements qui consistent à se cacher, à apparaître, à disparaître, à faire coucou. Et pour les enfants, pour un enfant de 2 ans, apparaître, disparaître, c'est fondamental. C'est découvrir ce qu'on appelle la pérennité de l'objet, c'est de découvrir ce que c'est que la communication avec autrui, etc. Et donc, le pédagogue, il est dans cette posture-là. Il est dans cette posture d'aider par les dispositifs et la richesse du dispositif, la richesse de l'environnement, la richesse des ressources, d'aider à ce que chacun puisse se mettre en relation les choses et devenir le plus créatif possible. Et pour que cette aide soit maximale, eh bien, il va discrètement, pas violemment, interroger, poser les bonnes questions, poser les bonnes questions. Les questions dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu comprends? Poser les bonnes questions bon. Et là, il y a du dépassement. J'en arrive à la conclusion pour que ça nous laisse le temps de discuter, de débattre. J'ai parlé beaucoup de créativité. Mais il y aurait une objection possible à me faire, qui consisterait à dire, oui mais attendez, monsieur Mérieux, la créativité c'est bien gentil, mais la créativité, ça va les amener à créer quoi? Des théories du complot? Hein? La créativité, ça va vous permettre d'imaginer des scénarios affreux, de torturer les autres, etc. La créativité, ça peut être au service de choses qui ne sont pas particulièrement souhaitables. Hein? Donc, la créativité, pour moi, elle est inséparable de la formation à la lucidité. À la lucidité. Et cette formation à la lucidité, elle consiste en quoi? Elle consiste à travailler en permanence avec nos enfants, mais aussi avec nos élèves, sur le statut des discours. Qu'est-ce que ça veut dire, le statut des discours? Ça veut dire identifier quel est le type de discours qui est tenu. Moi, j'en distingue 5 types de discours, mais on pourrait en distinguer d'autres. Moi, c'est une typologie que j'utilise, que j'ai utilisée avec mes élèves de primaire, que j'ai utilisée avec mes élèves de terminale en philosophie, quand ils affirment quelque chose. C'est une typologie très simple qui distingue le discours de la connaissance. C'est celui qui s'efforce de décrire le réel. Bon, je décris ce qui est. Le symbolique, c'est le littéraire. La Chartreuse de Parme, ça ne décrit pas le réel. Hein. Rimbaud, ça ne décrit pas le réel. Hein. Mais ça permet de comprendre le réel. À bien des égards, E égale MC2, ça ne décrit pas le réel. Hein. Ça permet de comprendre le réel. C'est symbolique. C'est la conclusion d'un modèle symbolique. Connaissance qui décrit le réel. Symbolique qui comprend le réel. L'opinion,
c'est le discours qui indique la valeur que l'on attribue au réel. C'est bien, c'est mal, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. C'est la valeur que l'on attribue. La croyance, c'est le discours qui dit le sens que l'on donne au réel. Le sens que l'on donne au réel. Le sens que l'on donne au réel globalement. C'est ça que la croyance renvoie souvent à quelque chose qui relève du religieux, qui relève de la mystique. Et puis, le dernier, c'est l'imaginaire. C'est le discours qui permet d'échapper au réel, la fiction complète. Le problème n'est pas de privilégier un des discours sur les autres. Ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Le problème, c'est d'aider l'enfant ou l'adolescent à savoir quel discours il tient. C'est pour ça que moi, dans les travaux que je menais avec mes classes ou avec des groupes que j'animais, alors, j'avais des symboles pour dire tout ça, mais peu importe, je ne vais pas rentrer dans le détail. Quand quelqu'un énonçait quelque chose, eh bien, souvent je lui posais la question, mais connaissance, symbolique, opinion, croyance ou imaginaire? Parce que la possibilité d'imaginer est fantastique, elle est formidable. Mais à condition qu'on ne prenne pas l'imaginaire pour le réel. Hein. À condition qu'on sache repérer les niveaux de discours que l'on tient et auxquels on se situe. Et donc, développer la pensée créative, développer la capacité à interroger les objets, à manipuler de manière originale les objets. Développer cela, c'est fondamental. Mais ça ne peut être authentiquement éducatif que si, simultanément, il y a ce travail de lucidité qui est fait. Et qui est fait quotidiennement, dans l'interlocution de l'adulte et de l'enfant ou de l'adolescent. Pour moi, c'est fondamental. Cette interlocution, elle ne commence pas d'ailleurs à l'école. Elle commence à la maison. Ça commence à la maison. Ça commence dans la famille. La confusion entre l'imaginaire et le réel. La confusion entre la croyance et la connaissance. La famille a une responsabilité là-dessus. Bien évidemment qu'elle a une responsabilité. Bien évidemment qu'elle peut poser un certain nombre de questions qui permettent déjà de repérer le statut du discours. Je vais te donner un exemple pour vous montrer l'importance de ça. Aux États-Unis, actuellement, malgré le fait que l'évolutionnisme est officiel dans les programmes, la plupart des enquêtes que font mes collègues américains montrent que près des 2/3 des enfants américains de 18 ans restent créationnistes. C'est-à-dire, ils ne croient pas en Darwin, pour faire globalement, ils croient que le monde a été créé en 7 jours, etc. Et moi, c'est quelque chose qui m'a interpellé, parce que ça renvoie d'abord à un échec de l'instruction. On leur a dit c'est pas vrai. Mais d'une certaine manière, ça n'a servi à rien qu'on leur dise c'est pas vrai. Parce que quand on leur dit c'est pas vrai le créationnisme, ils disent mais de quel droit vous pensez que c'est pas vrai? Votre parole vaut mieux que la mienne, c'est parole contre parole. Alors évidemment, c'est pas tout à fait parole contre parole, c'est lui qui dit ça, c'est l'enfant, c'est l'adolescent qui dit ça. En réalité, nous, on s'appuie sur des données scientifiques, etc. Mais il a le sentiment que si on... Comment dire? Si on lui dit c'est pas vrai le créationnisme, d'une certaine manière, on anéantit sa personne, puisqu'on anéantit ce en quoi il croit. Et ce que disent mes collègues américains, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus efficace. C'est de dire aux gamins, tu sais, c'est une super belle histoire, les 7 jours. Mais on est dans l'ordre du symbolique ou de l'imaginaire. On est dans l'ordre. Tu as le droit de penser qu'il y a un Dieu tout-puissant et de penser que la création... Mais c'est une histoire, c'est comme un poème. Ça n'est pas une connaissance. Et ce que disent mes collègues aux États-Unis, c'est de dire le seul moyen d'amener un être à reconnaître que sa croyance
n'est qu'une croyance, c'est le fait de donner à sa croyance un autre statut. C'est-à-dire de faire en sorte qu'en renonçant à sa croyance, il ne soit pas humilié. C'est-à-dire que ce à quoi il a cru prenne du sens sur un autre registre. Et que ça ouvre l'espace pour une connaissance qui, elle, sera une connaissance scientifique. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que y a, en particulier dans l'État de New York, toute une série de collègues qui travaillent sur cette question liée au rapport entre l'évolutionnisme et le créationnisme, et qui montrent aujourd'hui que ça marche. C'est-à-dire que le rapport de force qui consiste à dire « bras de fer, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort, et je vais te le prouver, tu vas voir hein », ça ne marche pas. Ou l'élève, il cède, mais dès qu'il sort de la classe, il reprend sa croyance. Parce que le vrai travail pédagogique, ce n'est pas de lui faire abandonner sa croyance, c'est de lui faire comprendre quel est le statut de son discours. C'est-à-dire de lui faire comprendre que le discours qu'il tient, ce n'est pas le discours de la connaissance qui décrit le réel, mais ce n'est pas pour autant que c'est un discours qui vaut rien. C'est un discours qui vaut, mais il vaut sur un autre plan. Hein? J'étais hier dans la classe de la collègue qui est là, magnifique, où là il y a un environnement d'une richesse extraordinaire qui suscite l'imagination des gens d'une façon formidable. Ils étudiaient un texte de Ionesco, extrait de la cantatrice Chauve, qui de toute évidence ne décrit pas le réel. Bon. Il ne décrit pas le réel, ce qui est décrit là n'existe pas dans le réel. Mais il a un pouvoir symbolique très fort, ce texte. Il permet de comprendre le réel, il permet de comprendre les enjeux de la communication entre des êtres, etc. Voilà. Et simplement, faire ces petites distinctions et les faire au quotidien et très tôt dans l'évolution de l'enfant, c'est fondamental. Et c'est fondamental pour sa créativité. Parce qu'il faut que la connaissance ne délégitime pas l'imaginaire. Pas plus que l'imaginaire ne délégitime la connaissance. Très important. Alors si vous voulez vous enlever les trois symboliques, opinion, croyance, si ça vous paraît trop, c'est une typologie qui peut se discuter, et vous gardez connaissance imaginaire. Hein? Mais au moins ça, être attentif dans nos rapports à construire cette distinction progressivement et à ce que l'enfant lui-même construise progressivement cette distinction. Je vais m'arrêter là. Il est déjà 10h moins le quart, 9h45, et c'est déjà près d'une heure et demie que je vous cause. Je vais m'arrêter là tout en ayant conscience de vous avoir sans doute frustré, parce que sur cette question, je n'ai pas dit tout ce qui était possible. J'ai proposé un certain nombre de pistes. Il y en a beaucoup d'autres, et j'aurais pu approfondir tel et tel domaine. J'ai plutôt insisté sur la création dans le domaine littéraire que dans le domaine scientifique, donc je n'ai pas beaucoup parlé de la création spécifiquement artistique. On aurait pu en parler, montrer que Picasso, par exemple, c'est un guidon de vélo et une corde de bœuf, et qu'avec ça, il fait quelque chose de formidable. Bon, on aurait pu multiplier les exemples. Mais ce que je voulais faire passer comme message, c'est finalement relativement simple. C'est la créativité, ça se forme par la richesse des stimulations, par la richesse des rencontres, par la richesse des contraintes fécondes, par la richesse des situations que l'on crée et dans lesquelles on met l'enfant, et par les questions pertinentes qu'on va lui poser, qui vont lui permettre de réfléchir à ce qu'il fait, de réfléchir à ce qu'il dit, et de savoir le statut de ce qu'il dit. Savoir le statut de ce qu'il dit. On pourrait prendre le temps de dire, le statut, ça se construit dans l'âge. Hein. L'enfant de 3 ans, l'imaginaire, la distinction entre imaginaire et connaissance, elle n'est pas encore construite, elle se construit. Je ne veux pas rentrer dans la théorie des stades de Piaget et tout ça. On pourra le faire, si vous voulez, pendant la discussion, mais l'important, ce n'est pas les procédures, c'est le processus.
c'est l'attitude que l'on a par rapport aux enfants, aux adolescents, le fait de les mettre dans une situation, et à travers cette situation et l'accompagnement qu'on leur donne, de les rendre créateurs d'eux-mêmes sans les faire basculer dans la toute-puissance infantile. Hein, voilà. Donc je m'arrête là. Il nous reste un tout petit peu de temps, si vous souhaitez, pour échanger ensemble autour de cette thématique, mais très largement, si vous voulez ouvrir le débat sur d'autres sujets.